Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume Et Max. et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 22e et dernier épisode de la saison 2. Et oui, de... déjà, Eh oui, déjà, de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler tournée manège et girouette. Alors, petit rappel pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, ben oui, il n'est jamais trop tard. Le podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours et entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook, notre compte Twitter, toujours Tranche de couple, comme le nom du podcast. Tranche, le chiffre 2 et couple singulier. Vous pouvez aussi nous envoyer un message, soit sur nos réseaux, soit bien sûr par email aussi, tranchedecouple@gmail.com. Pour terminer cette introduction, on compte toujours sur vous pour faire connaître le podcast autour de vous, par exemple en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux. Et comme toujours, si vous le pouvez, mettez-nous une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify ou YouTube. C'est encore aujourd'hui le moyen le plus efficace pour accroître la visibilité de ce formidable podcast qui est Tranche de couple. Alors, on commence comme toujours par la rubrique Actu. Et aujourd'hui, c'est Guillaume qui commence par nous parler du résultat des dernières élections en France. Et oui, tournée manège et girouette politique. Dans cette première rubrique Actu, on a décidé de s'intéresser d'un peu plus près aux résultats des dernières élections régionales et départementales. Mais pas tant sur les résultats politiques, dont on laissera à chacun l'appréciation ou non des résultats. On va plutôt s'intéresser à l'autre message qui nous a été apporté par ces élections, c'est l'abstention. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce phénomène ? Comment le comprendre et quelles pourraient être les solutions ? L'abstention, ce n'est pas un phénomène nouveau en France. Depuis l'après-guerre, rares sont les élections où l'abstention était inférieure à 20%, soit un électeur sur 5. Tout de même. Même le référendum de 1958 sur l'approbation de la Constitution de la Ve République, acte fondateur s'il en est, a connu une abstention de 19,4% du corps électoral. Et même si jusqu'au début des années 2000, ce taux était plutôt constant pour la plupart des élections, il n'a cessé d'augmenter ou presque pour la majorité des élections suivantes, à l'exception récemment des européennes en 2018, où l'abstention a été réduite pour la première fois depuis quasiment 15 ou 20 ans, je crois. Notamment suite à une vraie mobilisation des partis politiques et du gouvernement sur ces questions et sur ces élections. Alors, derrière l'abstention, il y a ces messages très binaires. Par exemple, il y a d'un côté le message « l'abstention piège à con », où l'abstention est considérée comme une chance perdue de faire entendre une voix et surtout comme la meilleure solution pour donner du poids à des partis dont les électeurs sont traditionnellement très mobilisés. Oui, mais si cela a été vrai, notamment pour le Rassemblement national depuis des années, et pour donc certains partis plus que pour d'autres, l'une des leçons de ces dernières élections, c'est que ce n'est plus le cas pour personne, mais alors vraiment plus. D'autre part, considérer l'abstention comme un moyen d'expression pourrait être une bonne idée, même si certains politologues réfutent l'idée que les deux soient en réalité liés pour la majorité des abstentionnistes. Certains commentateurs de la vie politique voient aussi derrière ce phénomène quelque chose de plutôt lié à la répartition des forces et des compétences politiques en France. On constate en effet que l'abstention s'est installée plus rapidement et plus profondément sur des élections à enjeux locaux que celles à enjeux nationaux que sont les présidentielles et les législatives. Les régionales, les départementales, les municipales, les compétences de ces entités politiques, qu'on vous remettra dans un très chouette graphique, une très chouette illustration qui circule en ce moment sur Internet, sont en effet assez peu connues, même si elles ont trait à des enjeux du quotidien. École, collège, lycée, aide sociale, culture, patrimoine, sport, infrastructure, des choses qui nous touchent finalement tous et de façon plus ou moins proche, mais en tout cas à un moment donné ou à un autre de notre vie. Un autre problème particulier à ces élections, aussi à souligner justement, c'est le mélange des compétences savamment orchestrées par certains partis, surjouant notamment le rôle de ces collectivités dans des questions à tout hasard, coucou Laurent, coucou Marine, de sécurité, alors qu'elles n'ont quasiment aucun pouvoir là-dessus. Et elles cristallisent, ces partis contribuent à cristalliser ces questions alors que voilà, elles n'ont pas lieu d'être pour ces élections précisément. Bref, comme souvent en France, on mélange tout et on prend un peu les électeurs pour des truffes. Et pas de chance, une bonne partie des électeurs n'aiment pas la truffe. Alors un troisième point qui pourrait expliquer un peu cette abstention, c'est le Covid. Un répulsif pour les personnes notamment les plus fragiles, comme c'est souvent le cas, on va le voir un peu plus loin dans les régions où la population est particulièrement peu sensible à la politique et souvent fragile socialement. Mais le Covid a aussi probablement joué un rôle, notamment chez les personnes les plus fragiles sanitairement parlant. Personnes malades, personnes âgées. La vaccination, en plus de n'être pas toujours très avancée, particulièrement dans ces régions, dans certaines régions où les populations sont déjà touchées,
ne rassure pas à 100% ces personnes. Vous me direz, vu le niveau des antivax, on peut les comprendre, mais c'est un autre débat. Certains maires ont par ailleurs noté que leurs administrés semblaient avoir confiné aussi leurs convictions et leur volonté de peser politiquement parce que les politiques ne se préoccupent pas assez des citoyens et de leurs préoccupations premières au quotidien. Au final, on peut se dire que le phénomène n'est pas lié à une cause unique, mais bien à un ensemble de causes qui, mises bout à bout, et surtout rajoutées les unes aux autres, perception de l'intérêt des élections, désamour des politiques, éloignement des projets portés par les partis, culture ou non de la démocratie, font que l'abstention est fort ancrée et augmente encore aujourd'hui. D'ailleurs, selon un sondage Ipsos Sofra, après le deuxième tour des régionales et départementales, le quatuor de tête a changé. C'est désormais le mécontentement à l'égard des personnalités politiques qui arrive en tête des raisons invoquées par les abstentionnistes, 27%, suivi par l'absence de préférence pour une liste ou pour un candidat à 23%. Le critère, quant à lui, de vous n'aviez pas la tête à aller voter n'arrive qu'en 23e position avec 20%, et le manque d'intérêt pour les régionales à 18%. Un bon mix de raisons, donc, comme on vient de le dire. Cela pose une question fondamentale aussi, qui est celle des solutions pour restaurer la confiance dans le processus démocratique et dans son intérêt. Des solutions qui existent notamment et qui sont à trouver dans le processus de vote, par exemple la question du vote électronique, même si certaines questions restent encore en suspens quant à la fiabilité de ce type de vote, expérimenté localement sur des machines ou par Internet, par exemple pour les élections consulaires des Français de l'étranger. Et d'ailleurs, dans ce contexte, n'empêche pas une abstention monstrueuse de 85%. Une autre solution réside dans l'offre politique. Les partis devraient davantage faire l'effort d'écouter les préoccupations des électeurs, en tout cas celles qui se retrouvent au niveau national, et puis évidemment les déclinations locales. Pouvoir d'achat, sécurité, environnement, et surtout de davantage expliquer leur positionnement, qui relève pour tous les partis aujourd'hui davantage d'une forme d'idéologisme que réellement d'intérêt. C'est un point de vue personnel, je le partage avec moi-même. Enfin, une autre solution, c'est essentiel, c'est celle de rapprocher les citoyens du processus de décision. À cet égard, on parle souvent du modèle suisse qui donne une idée avec des votations très régulières, parfois 2 fois par mois, sur toutes sortes de sujets locaux, nationaux, internationaux, qui rappellent que c'est le peuple qui décide pour l'achat d'avions, pour le financement d'une salle de spectacle, pour n'importe quelle décision ayant trait au quotidien. Après, parfois, c'est un peu too much. Après, voilà, c'est ce que j'allais dire. Si c'est jouable, au niveau de la Suisse, qui est quand même un pays relativement petit géographiquement et en termes de population, ce serait probablement plus compliqué à mettre en œuvre en France. Et quand on sait déjà que les communes et les maires sont fort chargés pour le peu d'élections qu'il y a à organiser, on se demande un peu comment cela pourrait se faire. Non, c'est surtout quand je dis c'est pas forcément jouable, c'est aussi que dans la réalité, la Suisse est souvent en fait à l'arrêt parce que votation, et donc Oui. il y a des choses qui se font jamais parce que Il y a des un décisions vote, qui prennent revote, revote, et à un moment donné, il faut arriver à prendre la bonne mesure. Peut-être que le modèle suisse. Et puis il y a est une certains option, sujets mais- sur lesquels il faut qu'on se dise qu'en tant que citoyen lambda, on n'a peut-être pas toutes les clés pour prendre les bonnes décisions aussi. Et que malheureusement, toutes les campagnes politiques qu'on pourra faire ne nous donneront pas nécessairement ces clés. Et qu'il est parfois intéressant que les gouvernements puissent prendre des décisions sans avoir à s'en référer systématiquement aux citoyens. Je conclurai cette rubrique abstention en parlant aussi du cas belge. En Belgique, le vote est obligatoire, ce qui n'empêche pas d'avoir entre 10 et 15% d'abstention. Donc même cette solution du vote obligatoire qui paraîtrait être la plus efficace ne l'est pas. Je pense en fait que comme les raisons de l'abstention sont un mix de raisons, les solutions à cette abstention seront un mix de solutions aussi. Une partie de vote électronique pour certaines élections, une partie de vote obligatoire peut-être pour des élections plus importantes, les élections nationales, une partie de plus de peut-être mettre à chaque élection existante un référendum, la possibilité d'ajouter un référendum sur une série de sujets aussi. Pourquoi pas? J'ouvre le débat. Max n'est pas d'accord, mais moi je l'ouvre. Ah, mais c'est bien. Allez, passons à un sujet moins controversé, ou peut-être pas. Aujourd'hui, dans On décrypte l'Europe, on s'intéresse aujourd'hui aux présidences tournantes de l'Union européenne. Alors pourquoi ce sujet? Girouette, cacahuète, tout ça. Parce que le 30 juin s'est terminée la présidence portugaise de l'Union européenne et que depuis le 1er juillet, c'est la Slovénie qui a pris la présidence tournante. Mais en fait, c'est la présidence de quoi? Non, parce qu'on a déjà parlé à l'occasion du scandale du Sofagate de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, du Conseil européen, notre Charles Michel national et international, et du Parlement européen, David Sassoli. C'est quoi donc encore cette histoire de présidence tournante? Il y a 4 présidents pour l'Union européenne? Alors, reprenons. Alors, le Conseil, dans le lexique de l'Union européenne, c'est la représentation des États.
Vous le savez, on l'avait dit, il y a 3 institutions, donc les États, c'est le Conseil, et le Parlement, qui sont ce qu'on appelle les co-législateurs, hein, qui finalement décident, et puis la Commission, qui est l'organe exécutif, qui propose et met en œuvre. Le Conseil se réunit au niveau des chefs d'État et de gouvernement. On parle alors du Conseil européen. Bon, souvent, vous entendez voilà, le président Macron ou le Premier ministre belge est allé au Conseil européen. Donc, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Et lorsque la réunion se passe au niveau des ministres, dans différentes formations, on parle du Conseil de l'Union européenne. Donc, c'est là où on arrive à déterminer, en fait, en fonction de ce qu'on dit, soit c'est le Conseil européen, soit c'est le Conseil de l'Union européenne, mais à quel niveau la réunion se passe. Et si le président du Conseil européen dispose d'un président élu pour 2 ans et demi renouvelable une fois, Charles Michel, le Conseil de l'Union européenne a conservé le principe de présidence tournante, c'est-à-dire que chaque État membre préside à tour de rôle le Conseil de l'Union européenne pour une durée de 6 mois. Comme je le disais, le Conseil de l'Union européenne est avec le Parlement européen chargé d'amender et d'adopter les lois proposées par la Commission européenne. Et pour cela, le Conseil de l'Union européenne réunit les ministres des États membres par domaine de compétences avec 10 formations différentes, environnement, agriculture et pêche, affaires économiques et financières, etc. Et donc la présidence est chargée d'organiser et de présider l'ensemble des réunions du Conseil de l'Union européenne. Par exemple, c'est son ministre de l'Environnement qui préside le Conseil de l'Environnement, tandis que son ministre de l'Agriculture préside le Conseil de l'Agriculture, etc. La seule exception, c'est le Conseil des Affaires étrangères qui est présidé par le représentant pour la politique étrangère et de sécurité, qui est actuellement Josep Borrell. Alors la présidence slovène, qui a débuté le 1er juillet, se terminera donc le 31 décembre. Et durant cette période, c'est la Slovénie qui présidera donc les différentes réunions en tentant de faire aboutir les différents dossiers, en facilitant les compromis. Et c'est toujours une étape importante pour chaque pays, bien sûr à titre national parce que ça lui permet aussi de mettre en avant les questions européennes, mais aussi parce que en termes de gestion, c'est beaucoup de travail. Ça mobilise un grand nombre de fonctionnaires pour préparer la présidence, mais aussi pour conduire les réunions, les négociations formelles avec les autres États membres, mais aussi négociations avec le Parlement, comme je l'ai dit, qui est l'autre co-législateur. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle des trilogues, où il y a la Commission, le Parlement et le Conseil qui se réunissent pour essayer de trouver des compromis. C'est sous la présidence portugaise, par exemple, que les modalités proposées par la Commission européenne pour le pass sanitaire européen ont été discutées et approuvées par les co-législateurs. Et comme les présidences sont relativement courtes, 6 mois, il a été décidé de les organiser en trio pour pouvoir faire avancer différents dossiers. Parce qu'autrement, en 6 mois, c'est un peu trop court. Du coup, la Slovénie, elle ferme le trio qui a été ouvert par l'Allemagne et suivi par le Portugal. Et le prochain trio de présidence commencera avec la présidence française, et oui, vous l'avez bien compris, française de l'Union européenne, à partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 30 juin 2022, suivi par la présidence tchèque et enfin par la présidence suédoise. Absolument, mais ça va être drôle avec les Tchèques, dis donc. Mais donc, c'est une présidence qui n'est pas comme les autres. Et oui, parce qu'on s'attend à ce que la présidence slovène soit un petit peu tumultueuse. Et c'est notamment en raison de la personnalité du Premier ministre slovène, surnommé Maréchal Twitter, en raison de sa propension à utiliser Twitter sans modération. Wait, c'est pas lui qui avait retweeté Donald Trump ou... Ah, c'est lui qui avait dit que Donald Trump avait gagné le Exactement, exactement, oui. Donc, il s'appelle, ce Premier ministre, Janez Janša. C'est un grand fervent... Max pratique le slovène de façon courante. C'est un fervent supporter de Donald Trump, aussi conspirationniste que lui, et souvent mis dans le même sac politique que Viktor Orban. Vous savez, le Premier ministre hongrois épouvantail de Bruxelles. Il dirige le Parti démocratique slovène, de droite nationaliste. Et du coup, c'est pas vraiment le dirigeant politique modéré qu'on espérait pour représenter l'Union européenne pendant 6 mois. Et donc, il a effectivement déjà commencé à faire souffler le vent de la controverse en annonçant qu'à son arrivée à la tête du Conseil de l'Union européenne, il offrirait aux autres membres de l'institution des boutons de manchette à l'effigie de la panthère, son animal favori. Alors, le seul problème, c'est qu'en Slovénie, la panthère est souvent associée au mouvement ultranationaliste. Vous imaginez, ça fait bonne figure. Sympa l'image. Le Premier ministre slovène s'est également construit une réalité alternative. Tiens, ça fait encore penser à quelqu'un. Dans tous les médias d'opposition,
en disant que tous les médias d'opposition sont des propagateurs de fake news. Your fake tiens. news. Sa croisade anti-médias est probablement ce qui l'a rendu le plus tristement célèbre en Europe. Et alors, il ne s'est pas seulement contenté de limiter l'influence des médias critiques à son égard. Pour prêcher sa bonne parole, il a fondé sa propre chaîne de télévision, Nova 24 TV. Et oui, Toute encore mieux ressemblance à que des faits Donald Trump. existants ou ayant existé est évidemment fortuite. Et il n'a pas fait ça tout seul, il a reçu le soutien de l'autre grande figure populiste européenne. Et oui, surprise, surprise, son grand ami Viktor Orban. Ouais, Et naturellement quel d'un échec, certain cet nombre de élargissement. personnes un petit peu floues qui l'ont financé aussi. Alors, bien sûr, il rend l'appareil à Viktor Orban en défendant son droit à rendre illégale la promotion ou la simple évocation de l'homosexualité aux enfants. Il a ainsi déclaré récemment qu'imposer des valeurs européennes imaginaires à l'Europe centrale pourrait conduire à la fin de l'Union. Et lors d'une conférence le premier jour de sa présidence, Ursula von der Leyen avait invité le Premier ministre Janša à annoncer à la presse quand son gouvernement nommerait les 2 responsables chargés de vérifier l'utilisation des milliards du Fonds européen de relance. Ah oui, parce que en fait, il avait déjà manqué de nommer 2 procureurs au bureau du procureur européen, ce même bureau qui est chargé de vérifier l'utilisation des fonds européens et de détecter s'il y avait des fraudes. Et du coup, vu que la Slovénie reçoit 2,5 milliards des 800 milliards du plan de relance, la procureure en chef de l'Union européenne avait quand même décrit la Slovénie comme un risque avéré, vu qu'il n'avait pas nommé les 2 procureurs nationaux. Alors au global, Janssen s'est plaint de la manière dont la Slovénie était traitée. Il a même dit qu'il était un pays traité comme un membre de seconde classe de l'Union européenne, et que ça, c'était complètement scandaleux. Alors l'autre couac du jour, c'est que pour dénoncer le biais de la justice de son pays, il a instrumentalisé une photo de 2 juges slovènes en compagnie d'hommes politiques de centre-gauche, y compris des membres du Parlement européen d'ailleurs, pour dire que globalement, en gros, le système judiciaire slovène était à foutre à la poubelle, ce qui du coup pourrait l'aider à faire quelques réformes, comme son voisin hongrois d'ailleurs. Voilà. Donc on s'attend à ce que ça soit pas très simple, cette petite présidence. Voilà, j'espère que vous aurez un petit peu mieux compris le système des présidences tournantes, savoir que la France arrive au 1er janvier, et puis aussi que quand vous entendrez parler des petites couacs de la présidence slovène et du Premier ministre slovène, vous aurez un petit peu d'historique. Eh oui, merci Max. Tourner girouette, les girouettes politiques, c'est aussi les dangers qui courent aux portes de l'Europe et dans l'Europe, avec certains dirigeants qui, effectivement, sont peut-être arrivés un peu trop tôt. Allez, revenons-en à la Belgique. Absolument, aujourd'hui, toujours dans notre point tournée, manège et girouette, on va parler ici des girouettes sportives et des journalistes sportifs. Ouh là là, point Godwin est arrivé. Sport. Aujourd'hui, notre point frite, notre point Brabançonne, notre point Bruxelles-Mabel s'intéressera plus particulièrement à une activité brûlante de larmes et de grincements de dents essentiellement. J'ai nommé l'Euro de football. Welcome en enfer. C'est un point belgitude un peu désabusé ici sur des espèces de chauvinisme un peu ridicule qu'on voit s'installer à l'aune de ces compétitions européennes ou mondiales qui font ressortir le pire de l'humain de tous les côtés. Les premiers responsables en l'état sont la presse, spécialisée ou non. On notera les unes ou les titres particulièrement de bon goût de l'équipe du genre comme en 18, après la victoire poussive de la France face à l'Allemagne, en phase de groupe, absolument, où c'est exceptionnel, l'Espagne venge les Bleus après la victoire de l'Espagne au tir au but face aux tombeurs, déjà au tir au but des Bleus, nos voisins et néanmoins amis helvètes. Spéciale dédicace à Amandine et Antoinette, si vous nous écoutez, on vous embrasse. On notera aussi que la presse belge, si encline à noter les errements nationalisants et chauvins de ses collègues d'outre-Quiévrin, est tombée exactement dans les mêmes panneaux après la défaite de la Belgique en mode « c'est la faute des autres, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire mieux ?» et j'en passe, et des meilleurs. Côté supporters et locaux, on regrettera en Belgique que les défaites de la France aient donné lieu, outre des actes débiles de brûlage de drapeaux fort localisés, à des klaxons et des manifestations de joie davantage que même les victoires de la Belgique. On rappelle que la Belgique et la France ne se sont pas rencontrées pendant cet Euro, que malheureusement ça n'est pas arrivé, ou heureusement quand on voit ce qui se passe quand elles ne se rendent compte pas. Allez là, comme on dit en Belgique, fair play et sobriété, par pitié, c'est un jeu. Et de notre côté, on était tout prêt à supporter les Diables Rouges jusqu'à la fin. Enfin, une fois la France éliminée, bien sûr, c'est de bonne guerre. Absolument. On passe à la rubrique Vite Couple. Alors, première actu, vous l'avez dit ou pas, je ne sais plus, je crois. Eh bien, ça y est, on est double vacciné.
Absolument, On est nous piqué. avons On est reçu piqué. notre deuxième piqûre. On n'est pas tout à fait vacciné parce qu'il nous reste quelques jours avant d'être officiellement vacciné au sens de la France, c'est-à-dire 14 jours après la deuxième injection. Pour avoir l'immunité du vaccin. Mais nous avons été donc vaccinés dans la charmante ville de Maubeuge, puisque c'est la France qui, par le truchement du hasard et de la stratégie vaccinale de nos pays respectifs, s'est retrouvée être notre pourvoyeuse de vaccins. Exactement. Et donc, voilà, on était très très heureux de pouvoir avoir cette deuxième dose et de contribuer finalement à protéger un peu tout le monde, se protéger nous-mêmes, et puis surtout d'essayer de retrouver un petit peu une vie relativement normale grâce au vaccin qui nous permettra, on l'espère, prochainement tous d'arriver à retrouver une vie un peu plus normale. Et on va vous expliquer, comme on vous l'avait dit, pourquoi c'est si important pour nous. Alors je crois qu'une première raison, on va dire, parler de façon très égoïste, c'est parce que, voilà, pour notre santé, parce qu'on n'a pas vraiment envie de choper le Covid, parce qu'on sait que c'est une maladie qui peut être polymorphe. On peut avoir une version soft, une version moins soft, y compris quand on est jeune. On peut avoir des séquelles, notamment neurologiques. Et puis au niveau du goût, par exemple, qui se prolonge pendant parfois plusieurs semaines. Au niveau des poumons aussi, on a vu pas mal de jeunes qui ont chopé le Covid, qui du coup ont du mal ensuite à reprendre, des jeunes sportifs qui ont du mal à reprendre leur rythme, que ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, et certains qui ne l'ont toujours pas récupéré 1 an après avoir récupéré. Moi, personnellement, ça ne me fait pas envie. C'est probablement aussi une des raisons qui fait qu'on a eu un premier confinement extrêmement monacal tous les deux et qu'on a toujours été relativement respectueux des règles en place. Je ne sais pas ce que tu en penses, Max. Bah oui, effectivement, on sait qu'il peut y avoir des séquelles importantes. Et donc, même si certains, c'est vrai, n'ont eu qu'une grippette, d'autres ont eu des symptômes et continuent à avoir des symptômes. Donc voilà. Et puis surtout, on n'a pas non plus envie de propager le virus. Le virus, c'est la deuxième, effectivement. Et c'est vrai que je lisais un professeur de médecine qui expliquait que globalement, une personne qui n'était pas vaccinée, en gros, en moyenne, allait refiler le Covid, allait infecter 12 personnes, alors qu'une personne qui est vaccinée, au pire, infectera une personne supplémentaire. Donc en fait, il y a une vraie différence dans votre capacité à être vecteur de la propagation du virus, selon que vous soyez vacciné ou pas. Et donc ça, c'est aussi important de pouvoir éviter d'être source de contamination pour les autres. Se protéger soi, protéger les autres. Alors, on finit peut-être sur la question du bénéfice-risque, où on dit, mais pourquoi quand on est jeune, on doit se vacciner? Moi, je crois que la première des raisons, c'est déjà pour protéger les autres. Savoir qu'on a quand même très très peu de chances de faire une forme grave du virus une fois qu'on est vacciné. Les effets secondaires, malheureusement, on s'est rendu compte qu'ils existaient, mais ils existent comme sur n'importe quel médicament qu'on peut prendre au quotidien, et encore dans des proportions qui sont extrêmement minimes. Je pense qu'on a tous aussi une sorte de responsabilité sociale, sociétale, de se dire que oui, on peut contribuer à en sortir grâce au vaccin. Les traitements, pour l'instant, sont toujours en cours d'élaboration parce que élaborer un traitement aujourd'hui, ça prend plus de temps qu'élaborer un vaccin. Il y a la Commission européenne qui, il y a quelques semaines, ou il y a une dizaine de jours, a annoncé que 4 traitements étaient en phase d'essai prolongé, prometteur. Mais voilà, c'est des traitements qui sont déjà en essai depuis l'année dernière. C'est pas faute d'avoir des patients pour les faire, pour le coup, sur lesquels les essayer. C'est vraiment que pour avoir des bons résultats, il faut prendre du temps. Ça prend plus de temps que sur les vaccins. Et justement, du coup, on peut reparler, parce que une des questions que certains peuvent avoir, c'est pourquoi est-ce qu'on a été en mesure de trouver des vaccins aussi vite par rapport à peut-être d'autres vaccins qu'on n'arrive pas à trouver, contre le sida par exemple, ou contre le cancer. Alors il se trouve que en fait, le coronavirus, c'est le Covid-19, là c'est une forme différente, mais quand même de la même famille que les coronavirus qu'on avait pu trouver avant, y compris lors de la crise du H5N1 et donc il y a quelques années. Donc en fait,
il y avait déjà eu des études sur les molécules et comment est-ce que le virus se propageait. Et puis par ailleurs, la nouvelle technologie de l'ARN messager, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui était déjà comment dire, en développement et qui du coup a pu être appliqué pour le Covid-19. Alors, en réalité, c'est nouveau que ce soit développé aussi rapidement, mais il faut savoir que le vaccin ROR qu'on reçoit tous quand on est enfant, rougeole, oreillon, rubéole, je crois, est déjà un vaccin à ARN messager. C'était un des pionniers de ces vaccins. Donc on a tous, normalement, en théorie, si nos parents ont eu la sagesse de suivre les processus vaccinaux, de l'ARN messager. Et il y en a certains sur lesquels ça a eu un impact monstrueux. Hein. Faut pas. Ah mais arrête-toi. Ah là 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 là. Voilà, on essaie d'être rassurant, on essaie d'être rassurant, on essaie d'être égal. Et l'autre, il nous sort la sale blague qui va faire que les gens vont pas vouloir le prendre. Mais je plaisante pas sur le fait que c'est un vaccin qui existe. C'est une technologie qui se développe de plus en plus et qui a été renforcée grâce très prometteuse, au COVID, mais qui existe déjà. Arrêtons de dire que ça va modifier notre ADN, c'est n'importe quoi. Et par ailleurs, il faut bien voir que si on a réussi à éradiquer un certain nombre de maladies assez graves, c'est quand même grâce au vaccin. Voilà, le tétanos, la tuberculose, voilà, c'est des choses, grâce au vaccin, on a réussi à protéger les populations, et donc le vaccin, c'est plutôt une bonne chose. Et voilà. Bon, allez, on arrête de vous bassiner avec ce vaccin. Vous savez que c'est important pour nous. Et peut-être, mais on va le dire, aujourd'hui, que vous soyez en France ou en Belgique, il est possible de vous faire vacciner sans rendez-vous, rapidement. Et même le gouvernement en France a annoncé que vous pouviez avoir votre première dose dans votre ville de résidence et la deuxième dans votre zone de vacances. Alors n'hésitez pas, allez-y. C'est important parce que ça prend un petit peu de temps pour être complètement immunisé, comme on l'a dit. Et que si vous voulez éviter que la rentrée soit horrible, si vous voulez contribuer à éviter la 4e vague, c'est maintenant qu'il faut y penser. En gros, vous avez jusqu'au 15 juillet pour être complètement vacciné au 1er septembre. C'est up to you. Et on compte sur vous. Et on compte sur vous. Allez, on parle soleil, Dolce Vita. Serpent de mer, parce que c'est un peu un serpent de mer ces vacances pour nous. Hein. Alors le dernier update, c'est que malheureusement, il semblerait que les voyageurs de l'Union européenne ne pourront pas voyager aux États-Unis. Notre plan avion machiavélique est tellement bien préparé. Voilà, on avait beau avoir tout fait pour avoir effectivement une deuxième dose, 15 jours d'immunité avant de pouvoir décoller. Le décollage n'aura pas lieu et donc nous n'irons pas aux États-Unis cet été, malheureusement. Ça semble assez improbable. On va repousser encore les choses un petit peu, mais genre 24 heures, peut-être même pas, parce que là, faut pas se voiler la face. On est très triste de ne pas aller aux États-Unis parce que c'était une façon de revoir aussi amis et famille, des gens qu'on n'a pas vus depuis fort longtemps. On n'y est pas allé depuis 2015 et on se réjouissait d'y aller cette année. Voilà. Surtout qu'on devait y aller l'année dernière quand même, hein, donc ça fait juste 2 ans qu'on repousse. Mais c'est comme ça. C'est la vie, on a changé. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Non. Et puis Guillaume est notre organisateur en chef, et donc il avait déjà travaillé sur le plan B. Un petit plan B italien. Faire quelques villes de l'Italie du Nord, n'est-ce pas, en train. Déjà, voilà, ça va nous changer. Parce que la macchina en Italie, c'est pas forcément une bonne idée. En train, et puis on va aller à Milan, on va aller à Florence, on va aller à Bologne. Moi, j'ai une affection toute particulière pour cette ville où j'ai passé 8 mois pendant mon Erasmus il y a quelques années en arrière. Il y a 11 ans en arrière. Un jour, on vous racontera. Ou pas. Et puis on finira par Venise. Venise, on ne s'en lasse pas, c'est beau Venise. Et puis voilà. Ensuite, et puis il n'y aura pas de touristes, ça sera génial. Ou alors ça, j'en suis pas sûr, mais on verra bien. On profitera en tout cas. Et on espère que, en tout cas, de votre côté, il y a des gelati, il y a des gelati, il y a des piadine. Ah ouais, ça va être bien. Ça va être bien. On espère en tout cas que vous avez, vous aussi, des chouettes projets de vacances, que vous allez revoir la famille et les amis. C'est important, je crois qu'on est dans un moment où on peut se permettre des choses qu'on ne pouvait pas se permettre il y a 3 mois en arrière ou il y a 6 mois en arrière. On a besoin tous de retrouver, enfin, en tout cas tous ceux pour qui c'est important, de retrouver une vie sociale et de se resociabiliser. Alors profitez-en,
sortez, allez voir des gens, restez prudents quand même, mais voilà, n'hésitez pas à nous raconter aussi ce que vous allez faire pendant vos vacances. On sera ravis de faire un petit compte-rendu à la rentrée. À la Ouais, reprise on des attend votre podcasts. cliché de vacances. Envoyez-nous une petite photo de vous pendant vos vacances. Envoyez-nous-la soit sur notre adresse email tranchedecouple@gmail.com ou alors un petit message sur Twitter, sur Facebook. Tranche de Couple, ou Facebook, Tranche de Couple. Vous voyez, on est assez facilement trouvable. N'hésitez pas, ça nous fera vraiment, vraiment plaisir. Vous pouvez aussi nous mettre un petit message sur le podcast audio, sur YouTube, si vous préférez cette plateforme-là. Absolument. Voilà, je crois que c'est déjà la fin de cet épisode. Tournez Manège et Girouette. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Et on vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode, non pas dans 15 jours, mais bien à la rentrée, puisque c'était le dernier épisode de cette saison. C'est ça. On va prendre, comme on vous l'a dit, quelques semaines de repos bien méritées, mais on revient très vite dans le courant du mois d'août. On vous encourage d'ailleurs à cette fin plus que d'habitude à suivre nos pages Facebook et Twitter ou à vous abonner à Apple Podcast ou à Spotify pour être les premiers ou les premières au courant de notre retour. Podcast Addict et tous les autres outils de podcast que vous utilisez. N'hésitez pas, Tout à fait. On est disponible partout, c'est super. Tout à fait. Alors d'ici là, profitez de vos vacances, portez-vous bien, restez prudents car l'été sera chaud, prenez soin de vous et des autres et à très vite. Pour de nouvelles tranches vitaminées.